Alors, passons à la question 26. Selon quelle modalité constitutionnelle est nommé le chef du gouvernement marocain? Le chef du gouvernement marocain, devenu une institution politique, est nommé par le roi. Le roi, avant la constitution de 2011, avait toute la liberté de nommer ce qu'il veut dans ce poste-là. Mais avec la constitution de 2011, ce pouvoir royal, est devenu limité par l'article 47 de la nouvelle constitution de 2011. Donc le roi, dans ce cas-là, doit nommer une personnalité qui appartient au parti politique arrivé en tête lors des élections législatives. Donc cet article ne parle pas de coalition politique, mais il parle du parti politique arrivé en tête lors des élections. Dans ce cadre-là, le roi n'est pas tenu de nommer le leader du parti politique qui gagne les élections. Il peut nommer une autre personnalité, mais qui doit appartenir à ce parti politique. Lorsque le roi a nommé M. Abdelilah Ben Kiran, le leader du parti Justice et Développement, après les élections de 2016, celui-ci n'a pas pu former le gouvernement, il n'a pas pu trouver ou former une coalition politique avec les autres partis pour former un gouvernement. Et après un certain temps, le roi a révoqué M. Abdelilah Ben Kiran et a nommé M. Saad-Din Al-Othmani, qui a pu former un gouvernement selon une coalition avec un nombre de partis politiques. Donc, Saad-Din Al-Othmani appartient au même parti politique et est devenu chef de gouvernement. La question 27. Que signifie le terme cohabitation dans la vie constitutionnelle en France? On en a déjà parlé. Donc la cohabitation, c'est une coexistence politique entre un chef d'État et un gouvernement qui appartiennent à des colorations politiques différentes. Donc on peut trouver un chef d'État, un président qui est de la droite, et un gouvernement, c'est-à-dire une majorité parlementaire qui produit un gouvernement qui est de la gauche, par exemple. Donc cette cohabitation signifie cette recherche de coexister politiquement, de s'entendre politiquement. Donc il y a un certain défi politique d'entente, donc il y a une contrainte pour les deux têtes de l'exécutif d'essayer de s'entendre bien dans les questions relevant des politiques publiques. C'est pour cette raison qu'on parle de cohabitation, cette coexistence qui peut paraître difficile en quelque sorte, mais qui peut aller malgré ces colorations politiques qui sont différentes. Donc, des cas pratiques. En France, par exemple, la cohabitation entre François Mitterrand et son premier ministre, Jacques Chirac. François Mitterrand était de la gauche, Parti socialiste, et Jacques Chirac de la droite. La cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Jacques Chirac de la droite, Lionel Jospin, socialiste. Avec des révisions constitutionnelles en France, surtout lorsqu'on a remplacé le septennat du quinquennat, donc on a remplacé le mandat présidentiel qui était de 7 ans par un mandat de 5 ans, on a pu rapprocher la période des élections
présidentielle et parlementaire. Souvent, les tendances du peuple ne changent pas dans 3 ou 4 mois, qui séparent les élections présidentielles des élections parlementaires. Et on a pu contrecarrer, en quelque sorte, ce problème de cohabitation. Donc, dès lors, on n'a pas vécu une cohabitation entre un président et un gouvernement ou un chef de gouvernement qui appartient. Déverrouiller. Appuyez 2 fois pour activer. Magnéto. Paramètres. Bouton. Appuie pause. Bouton. Alors, la question 26. Selon quelle modalité constitutionnelle est nommé le chef de gouvernement marocain? Le chef de gouvernement marocain, devenu une institution constitutionnelle, est nommé selon les dispositions de la Constitution de 2011 par le roi. Avant la Constitution de 2011, le roi avait la liberté totale de nommer ce qu'il veut dans le poste du premier ministre. Mais après cette Constitution, on a limité ce pouvoir royal dans une note brève. Cette limitation, cette nomination du chef du gouvernement. Selon l'article 47 de la Constitution, le roi est tenu de nommer une personnalité appartenant au parti politique qui gagne les élections, qui arrive en tête lors des élections législatives. Donc la Constitution ne précise pas que le roi doit nommer le leader du parti politique, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. La coutume a donné que la reine ou le roi britannique nomme le leader du parti politique comme premier ministre. Au Maroc, le roi a le choix entre des personnalités politiques qui appartiennent au parti qui arrive en tête lors des élections. Des élections législatives, bien sûr. Le cas de la nomination de Abdelilah Benkiran, donc la première législature après l'adoption de la Constitution de 2011, donc le roi a nommé M. Abdelilah Benkiran qui était leader du parti qui a gagné les élections, le PGD. En 2016, le roi a nommé une deuxième fois M. Benkiran parce que c'est le PGD qui a gagné les élections et est arrivé en tête. Mais M. Abdelilah Benkiran n'a pas pu former le gouvernement défaut des ententes politiques. Donc il n'y avait pas des ententes politiques avec les autres partis politiques qui vont lui permettre de former un gouvernement de coalition. Après un certain temps, M. Benkiran a été révoqué par le roi et celui-ci a nommé M. Saad-Din Al-Othmani comme chef du gouvernement. Et M. Al-Othmani a pu former ce gouvernement à partir d'une coalition politique avec d'autres partis politiques. Alors, lorsque le chef du gouvernement est nommé par le roi, ce chef de gouvernement devient responsable devant lui et devant le Parlement. Il n'y a pas dans la Constitution des dispositions qui empêchent le roi de démissionner un chef du gouvernement. Donc, ce chef de gouvernement peut être démissionné par le roi si celui-ci estime que les choses ne marchent pas d'une manière satisfaisante ou pour n'importe quelle raison, revenons à l'exécution des politiques générales adoptées par l'État et par le gouvernement lui-même.
La question suivante. La question 27. Que signifie le terme cohabitation dans la vie constitutionnelle en France? On en a déjà parlé. La cohabitation, c'est une coexistence entre deux têtes de l'exécutif qui appartiennent à des colorations politiques différentes, c'est-à-dire l'existence d'un chef d'État et un premier ministre, bien entendu un gouvernement, qui ont des colorations politiques différentes. Et je parle ici du président et du gouvernement. Alors, on peut trouver qu'un président puisse être de la droite, le gouvernement de la gauche, et vice-versa, un président de la gauche et un gouvernement de la droite. Par exemple, des cas pratiques de la cohabitation entre François Mitterrand, le président socialiste, et Jacques Chirac, le premier ministre de la droite. Et puis, juste après, entre Jacques Chirac, président, qui est devenu président, appartenant à la droite, et Lionel Jospin, qui était socialiste, c'est-à-dire du parti socialiste. Avec l'adoption en 2000 de la réforme constitutionnelle qui a remplacé le septennat du quinquennat, donc on a limité le mandat présidentiel qui était de 7 ans et devenu 5 ans. Il est devenu 5 ans. Par ce fait, on a rapproché les dates des élections présidentielles et parlementaires d'une telle manière que les tendances de vote de la population française ne changent pas ou ne connaissent pas un changement radical, c'est-à-dire une tendance de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc, dès lors, on trouve qu'on a pu contrecarrer ce problème de la cohabitation. Parce que la cohabitation, en fait, constituait une entrave pour la bonne marche, le bon fonctionnement de l'exécutif. Parce que les relations entre présidence et gouvernement n'étaient pas très bien établies. Parfois, il y a des malentendus, parfois un désaccord ou une divergence de point de vue. Et ces divergences influencent négativement, bien sûr, la mise en œuvre des politiques générales, des politiques publiques. Et c'est par ce moyen qu'on a pu éviter, en quelque sorte, la cohabitation. Bien sûr, pratiquement, il se peut qu'une cohabitation se produise dans le futur, mais les probabilités d'une éventuelle cohabitation sont considérablement diminuées. Ok? Alors, la question suivante, la question 28, dans quel cas le Parlement marocain peut tenir des réunions communes de ces chambres, pardon. Des réunions communes de ces chambres. Tous les parlements du monde tiennent des réunions communes. On parle ici des modèles qui adoptent le bicamérisme. Il y a 2 chambres du Parlement. Ils peuvent se réunir tous les deux, c'est-à-dire en entité collégiale, c'est-à-dire tout le Parlement se réunit. Dans certains cas, pour ce qui est du Parlement marocain, il se réunit, il tient des réunions communes lors de l'ouverture de la session parlementaire par le roi, parce que c'est le roi qui ouvre la session parlementaire, la première session parlementaire, au 2e vendredi du mois d'octobre. Donc, les 2 chambres du Parlement se réunissent
se réunissent tous les deux pour assister au discours du roi. Ils se réunissent en commune lorsqu'il y a message. Lorsque le roi, par exemple, adresse un message qui peut être lu par un autrui, peut-être le chef du gouvernement, par exemple. Le Parlement se réunit en congrès également lorsqu'il y a un discours présenté par des chefs d'État ou des chefs de gouvernement étrangers. Il se réunit en commune également lorsqu'on doit consulter lorsqu'on doit vérifier ou réviser la Constitution, Lorsqu'il y a une proposition de révision de la Constitution, le Parlement peut se réunir en congrès. Il y en a d'autres cas d'importance, moins importants, bien sûr, qui peuvent faire réunir le Parlement en congrès. La question 29. Que signifie la diarchie de l'exécutif dans la Ve République française? La diarchie, que signifie une diarchie? La diarchie, c'est l'existence de deux forces égales et contradictoires, parfois. Donc, le fait que ces deux forces soient contradictoires n'est pas forcément, ces forces doivent exister d'une manière ou d'une autre, et on parle de diarchie de l'exécutif lorsque celui-ci est formé de deux têtes, mais ces deux têtes ont une force égale ou équilibrée, comme le cas en France. Donc la diarchie de l'exécutif, c'est l'existence d'un président qui a un pouvoir important, qui a des pouvoirs importants, et un gouvernement également qui a des pouvoirs importants. Ce sont donc deux forces qui sont égales et qui peuvent coexister et parfois cohabiter. Donc c'est ça la hiérarchie de l'exécutif. Cette image pose la question, est-ce qu'il y a au Maroc une hiérarchie de l'exécutif? Donc on a posé cette question-là. Il y a bien sûr une très grande différence entre le Maroc et la France. Et la plupart des spécialistes voient qu'il n'y a pas de hiérarchie, une vraie hiérarchie de l'exécutif au Maroc, parce que la position du roi est prépondérante. Le chef du gouvernement ne peut constituer une force égale à une force politiquement parlant, égale à celle du roi. La position du roi est dominante et son pouvoir de nommer et de révoquer le gouvernement, le chef de gouvernement, est omniprésent. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une hiérarchie de l'exécutif au Maroc. Question 30. Comment se manifeste la responsabilité politique du gouvernement marocain? Une question à laquelle on a déjà répondu peut-être précédemment. Donc, le gouvernement marocain est responsable dans un double sens, responsable devant le roi, parce qu'il est nommé, le Premier ministre est nommé par le roi, les ministres sont nommés par le roi, bien que c'est sur proposition du chef du gouvernement. Donc, ce gouvernement est responsable devant lui. On parle du gouvernement de Sa Majesté le roi.
Le gouvernement est également responsable devant le Parlement. On peut évoquer ici dans la réponse les types, comment, bien sûr, les mécanismes de cette responsabilité politique qui se fait devant le Parlement à travers les mécanismes de contrôle et les mécanismes qui permettent de destituer un gouvernement. Bien entendu, on parle de la motion de censure et de la question de confiance. On peut détailler à ce propos un petit peu. Question 31. Montrez les deux cas de figure de la responsabilité pénale du président français. Un cas de figure, on en a déjà parlé, il s'agit de la responsabilité pénale indiquée dans la Constitution par la haute trahison. Lorsque le président commet un délit grave, une trahison, un scandale politique qui perturbe le bon fonctionnement des institutions, par exemple, dans ce cas-là, on peut mettre en cause la responsabilité pénale du président. Le second cas de figure, c'est le cas lié à l'adoption du statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale qui réprime les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression et le génocide. Donc ce sont des crimes internationaux. Et n'oublions pas que la France a signé le statut de Rome, elle l'a ratifié, alors il engage ce statut de Rome, cette convention internationale, engage la France. Donc, la responsabilité pénale du président français pourrait être engagée selon ce mécanisme de la Convention de Rome et le statut de la Cour pénale internationale. Magnéto.